Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve aujourd'hui. On est sur D&D Beyond, on va switcher un peu de site web à droite à gauche dans cet épisode. C'est la première fois que je parle de jeux de rôle sur ma chaîne et on va s'attaquer à un sujet qui me passionne, qui est en gros l'encounter design et surtout l'encounter design au cours d'une aventure. Euh, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo type 4X, jeux de rôle, jeux de stratégie, etc. Mais il faut savoir que l'un de mes types de jeux favoris, c'est le jeu de rôle en jeu vidéo. Mais depuis peu, je me suis aussi mis à être maître de jeu, donc en jeu de rôle papier. Et c'est devenu un hobby assez prenant dans ma vie, on va pas se mentir. J'y passe beaucoup de temps. Et en 7 à 8 mois, je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai fait ma première session, j'ai accumulé plus d'une cinquantaine de sessions. C'est une certitude. Je ne sais pas encore si j'en ai accumulé plus de 60. Mais une cinquantaine de sessions qui m'a permis du coup de prendre pas mal de recul sur la façon dont on design une aventure, mais aussi la façon dont les différents encounters, les différents combats que vous pouvez avoir. Ici, on va parler majoritairement donc de combat martial. On va pas parler de combat social ou de combat, ce que je vais dire mécanique, c'est-à-dire des pièges ou des choses comme ça. C'est des catégories à part. Ça doit faire partie de votre aventure. D'ailleurs, c'est quelque chose de très important. Euh, c'est pas parce que on va parler ici de combat martial que le combat en question ne peut pas être géré de façon sociale. L'exemple type étant, vos joueurs rentrent dans une forteresse de bandits, il serait super ennuyeux et aussi complètement illogique qu'ils ne puissent pas discuter avec ne serait-ce que une partie de ces combats-là. Que vous ne vouliez pas et que ça ne fasse pas sens en termes de drama, que votre chef des bandits à la fin, dans la salle du trône de la forteresse, se rende, ça paraît logique. C'est le chef des bandits, etc. Il va peut-être pas se rendre. Il va peut-être faire diversion. Vous pouvez peut-être lui extorquer des informations, etc. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire socialement, mais il fait sens que lui ne dise pas ah oui c'est vrai j'ai fait de la merde, tenez les armes et je vais me laisser enfermer. Ok, il est normal, il ne veut pas se faire capturer, donc il est potentiellement normal qu'il ne veuille pas juste se rendre. Mais il faut laisser à vos joueurs la possibilité d'utiliser de la diplomatie, d'utiliser de l'intimidation, etc. pour régler ou au moins changer les modalités d'un combat. Mais voilà, si vous voulez qu'on discute de tout ça, on en parlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler avant tout de combat martial et de ce que ça implique donc au cours d'une aventure. On va parler de Donjons et Dragons et de Pathfinder 2. C'est les deux jeux avec lesquels j'ai pas mal d'expérience. Il y a aussi d'autres jeux de rôle classiques. Je suis quelqu'un qui est très Sword and Sorcery, Fantasy, High Fantasy, Heroic Fantasy, etc. Et Donjons et Dragons et Pathfinder 2 essayent de faire la même chose, mais de façon différente. Et on va parler un peu des deux Encounter Design et des raisons pour lesquelles je pense, voilà, spoiler alert, que celui de Pathfinder est en tout point supérieur. Donjons et Dragons base son système sur ce qu'on appelle l'Adventuring Day. Okay, L'Adventuring Day, c'est supposé vous guider au cours de 6 à 8 combats pour que vous puissiez drainer les ressources de vos joueurs jusqu'à un encounter final un peu climatique de votre aventure. Okay, ça part du principe que vous allez avoir une aventure qui se déroule sur une journée. Ce qui, en termes de roleplay, fait totalement sens. Euh, je sais que ça va pas forcément être très populaire ce que je vais dire, mais si vos joueurs s'introduisent dans la forteresse des bandits, ok, et qu'ils ne gèrent pas la forteresse dans la même journée, et qu'ils s'arrêtent au plein milieu pour faire une sieste de 8 heures, il est normal, il est logique, il est roleplay que les habitants de votre donjon, et ici on entend bien donjon par locations-based adventure, c'est-à-dire l'endroit où se déroule l'aventure, ok. Votre donjon, ça peut être une forteresse, ça peut être un labyrinthe planaire, ça peut être une taverne, ça peut être n'importe quoi, du moment que c'est un endroit où se déroule votre aventure. Voilà, votre aventure se déroule ici. Ça peut être un quartier de ville aussi. Mais si vous commencez une location-based adventure, donc un donjon,
et que vous vous arrêtez au plein milieu pour taper une sieste de 8 heures, les gens autour ne sont pas figés. On n'est pas dans un jeu vidéo. Je suis bien placé pour le dire. Hein, j'ai fait beaucoup, beaucoup de jeux vidéo dans ma vie. On n'est pas dans un jeu vidéo. Les gens ne sont pas en stase quand vous ne les voyez pas. C'est pas parce que vous tapez une sieste de 8 heures que tout le monde tape une sieste de 8 heures. Ok? Donc si vous rentrez dans un donjon et que vous butez la moitié des gens, et que vous tapez une sieste de 8 heures, l'autre moitié des gens, ils s'en rendent compte pendant 8 heures. Au cours de 8 heures, ils ont le temps de s'en rendre compte, ils ont le temps de vous trouver, ils ont le temps potentiellement de demander des renforts, de s'en aller. Bref, il peut se passer plein de choses. Le truc, c'est que beaucoup de joueurs ne sont pas forcément habitués à ce genre de conséquences. Ils sont habitués à pouvoir gérer comme ils le veulent. Et si vous faites réagir le donjon, potentiellement, il y a certains joueurs qui vont vous trouver méchants, comme AMJ. Et ça m'est déjà arrivé. Sauf que c'est pas être méchant, c'est roleplay le monde qui entoure les joueurs de manière logique. Mais, du coup, on en revient à l'Adventuring Day. L'Adventuring Day part du principe que vous allez avoir cette idée de « Ok, très cool, tu dois faire l'Adventuring Day dit 6 à 8 combats, ce qui n'est pas ce qui se passe à la plupart des tables. Donc 6 à 8 combats, la plupart des tables vont avoir 2 à 3 combats, hein. 4 grand max si la table aime bien les combats. Mais en plus, ça sous-entend, ok, 6 à 8 combats, mais sans dormir pour la nuit. Et ça n'arrive quasiment jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intégralité de l'Adventuring Day est basée sur le principe que vous allez drainer les ressources de vos joueurs, les drainer petit à petit, au cours de multiples combats, jusqu'au moment où vous allez arriver sur le combat fatidique, qui est supposé mettre le coup de marteau final sur le clou qu'est votre partie, et donc l'amener dans ces derniers retranchements. Normalement, si l'aventure est bien designée, vos joueurs devraient le clou ne devrait pas rompre, mais ils devraient s'en sortir en ayant très peu de marge, donc, et ça devrait les mettre sous tension, donc à ce moment-là. Sauf que la réalité de ce qui se passe à la table, c'est que quand vos joueurs vont voir leurs ressources se réduire, et qu'ils savent, parce que très peu de joueurs sont capables de ne pas du tout metagame là-dessus, ils savent qu'il y a autre chose qui les attend. Ils savent que la façon dont les aventures sont designées, très souvent, le chef des bandits, c'est le plus fort des bandits. Donc s'ils ont affronté 3 groupes de bandits avant, et qu'il y a encore une porte, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont taper une sieste devant la porte. Ok? Et là, vous avez 2 choix. Soit vous les laissez faire, soit vous faites sortir le boss des bandits. Soit vous faites sortir tout le reste du donjon. Parce que potentiellement, ok, ils sont devant une porte, mais en fait, cette porte, il y en a une autre derrière, et il y en avait aussi une autre sur le côté, et une autre sur l'autre côté. Et en fait, ils avaient passé que la moitié du donjon, et donc il leur reste la moitié du donjon qui vont leur tomber sur le rable. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez dans une situation où, ok, du coup, il y a la moitié du donjon qui vous tombe sur le rable, vous n'avez pas le temps de finir votre polon, il y a de grandes chances que vous mouriez, parce que c'est pas prévu comme ça, en fait. C'est pas prévu pour que vous ayez la moitié du donjon qui vous tombe sur le rable d'un coup. Ou alors, vous les laissez faire leur repos au milieu du donjon, et dans ce cas-là, tout le reste devient trivial. Donc, le problème, c'est que cette philosophie de vouloir drainer les ressources, voilà, je vous draine des ressources, je vous draine des ressources, je vous draine des ressources, elle s'accorde finalement mal à la plupart des groupes de joueurs qui vont réagir en « Ok, on a brûlé un certain nombre de ressources, on dort maintenant. » Et c'est pas comme ça que le jeu est designé. Du coup, comment on règle ça? En règle générale, sur Donjons et Dragons, la façon dont on le règle, c'est qu'on prévoit soit suffisamment de marge pour qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir drainé trop de ressources, et on les matraque avec un combat qui est genre 2 fois deadly ou 3 fois deadly à la fin. Si vous êtes un nouveau maître du jeu, je vous déconseille de faire ça, notamment sur un groupe de bas niveau, parce que vous allez juste TPK en fait votre groupe. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Avec un donjon de bas niveau, souvent vous les laissez vous reposer. S'ils ont la moindre malchance, en plus c'est fait comme ça à bas niveau, il y a des chances qu'ils veuillent se reposer plusieurs fois. Si vous les faites rentrer dans une antre de gobelins, par exemple, il y a des chances que vous leur mettiez 2 combats de gobelins et un goblin boss avec 2 minions gobelins à la fin, et ça fera l'affaire.
mais plus vous allez avancer dans les niveaux, plus vous allez devoir aller taper dans le 2 fois deadly, 3 fois deadly, 4 fois deadly pour votre boss de fin, qu'il y ait eu des combats avant ou pas. Et vous perdez un peu tout contrôle sur, ok, est-ce que ça va être violent? Est-ce que ça va être tellement violent qu'il y a des chances que la moitié de mon groupe meure? Ou est-ce que ça va être complètement trivial? Parce que vous ne pouvez plus maîtriser exactement ce qui se passe, parce que si ça a drainé trop de ressources avant, bah derrière c'est compliqué. Alors vous avez plein de méthodes qui existent, vous avez le principe de ce qu'on appelle les quantum ogres, les ogres quantiques, qui sont en gros d'avoir une porte secrète avec des... L'exemple typique, hein, c'est d'avoir une porte secrète dans votre salle du boss avec des ogres derrière, et si le combat est trop facile, vous faites sortir des ogres, par exemple. Donc, et si le combat est pas trop facile, vous faites jamais sortir les ogres. C'est-à-dire que les ogres n'existent que si le combat est trop facile. Ok. Mais bref, vous avez des systèmes comme ça qui fonctionnent, mais vous n'avez pas l'impression, en tant que MJ, d'être en mesure d'assurer à vos joueurs, ok, je vais vous challenger, mais si vous ne faites pas des conneries infinies, vous allez vous en sortir en vie. Ok, vous allez être challengé, ça va vous faire peur, mais c'est équilibré de façon à ce que l'histoire, c'est vous qui devez gagner à la fin. Ok. Et quand vous faites une aventure dans Donjons et Dragons, passez un certain niveau, mais surtout, selon la structure d'aventure que vous adoptez, parfois vous ne pouvez pas assurer vos joueurs de ça. Du coup, et si on parlait un peu de Pathfinder? Pathfinder a une autre philosophie. Ok. Pathfinder, l'adventure design, vous allez voir qu'on vous parle de plein de types d'aventures, dungeon crawl, gritty adventure, high adventure, horreur, intrigue, etc. C'est l'adventure design. Ok. Et ils vont vous donner un nombre de sessions et un nombre de combat encounter. Ils vous donnent aussi un nombre de roleplay encounter, un nombre d'exploration scene, etc. On va ignorer ça, on va s'intéresser au combat encounter. Si on prend par exemple le dungeon crawl, pourquoi? Parce que l'exemple des bandits ou des gobelins que je vous ai donné, c'est un peu ça, c'est un dungeon crawl. Vous rentrez dans un donjon, vous faites le donjon, etc. et vous avez un boss à la fin. Okay. Qu'est-ce qu'il vous dit ici? Il vous dit 2 trivial, 4 low, 6 moderate, 6 sévère. Okay. C'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent, mais, ok, là, on est dans un endroit où, très clairement, 3 à 4 sessions, on est supposé avoir un grand donjon dans lequel on s'attend à ce que les joueurs prennent des repos dans le donjon. Oui, il va se passer des choses, oui, etc. Mais on n'est pas sur quelque chose comme le mystery. Voilà. Ou quelque chose comme le... Bon, je ne l'ai pas exactement ici. Mais l'idée derrière, c'est que vous allez vous baser sur ces encounters-là. Vous allez totalement oublier celui-là dans 99,9% de vos aventures et vous concentrer sur ces 4-là. L'encounter trivial, c'est un encounter qui est, comme son nom l'indique, extrêmement trivial. Vos joueurs ne sont jamais en danger. Ils n'ont besoin de rien utiliser. C'est l'encounter que vous utilisez si vous voulez faire en sorte qu'ils se sentent ultra puissants. Ils vont arriver, ils vont tabasser quelqu'un, c'est vos héros du royaume qui arrivent dans une taverne, des bandits les font chier et les bandits se font savater. C'est un trivial encounter. Et vous allez ensuite accumuler les low et moderate encounters. L'idée derrière, c'est que Pathfinder vous permet de récupérer un certain nombre de ressources, et notamment vos points de vie, entre chaque combat, à condition que vous ayez du temps. Ok. Très souvent 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Si vous avez ce temps-là, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez accumuler autant de low threat encounter que vous le voulez dans votre donjon. Autant. Vraiment. Autant de low threat encounter que vous voulez, vos joueurs peuvent les gérer. Ils peuvent en gérer une infinité. Sérieusement. Vous pourriez leur mettre 200 low threat encounter de suite dans la même journée. Vos joueurs seront en vie, fine, très bien, à la fin. Ne faites pas une aventure avec 200 low threat encounter, vous allez passer 3 ans à la renée, c'est pas drôle. Là où ça devient beaucoup plus sérieux, et là où vous commencez à réfléchir un peu, c'est quand vous designez votre aventure, vous allez designer des moderate trait encounters, et très souvent un severe trait encounter. Pourquoi? Parce qu'en fait, les moderate trait encounters vont potentiellement drainer un peu de ressources,
Mais c'est pas là l'idée. C'est pas grave. Les moderate threat encounter, ça vise pas à drainer des ressources pour rendre les encounters suivants plus difficiles. Le but du moderate threat encounter, c'est de faire peur. C'est de faire peur sans réellement mettre en danger si jamais vos joueurs jouent intelligemment. L'encounter moderate, c'est par exemple le groupe qui rencontre des doubles miroirs de 2 d'entre eux. Ok, c'est un moderate threat encounter. C'est par exemple votre groupe de guerriers, mages, rogues et clérics qui va rencontrer un duo d'images miroirs du guerrier et du cléric, par exemple. Ça, c'est un moderate threat encounter. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose où quelqu'un peut tomber, quelqu'un peut se retrouver à terre, etc. Mais vous êtes en supériorité numérique, vous avez toutes les armes qu'eux, ils ont. Vous pouvez gérer ce problème sans réellement être en danger, sans réellement avoir un risque de perdre. Ok? Mais c'est des encounters qui font peur. C'est des encounters, votre groupe ne pourra très certainement pas en gérer une infinité. Ils vont devoir utiliser, vos lanceurs de sorts vont très certainement devoir utiliser quelques ressources. Potentiellement, vous allez devoir utiliser des consommables, genre des baguettes magiques, etc. Vous allez potentiellement avoir besoin de boire des potions pour récupérer votre vie en plein combat, parce que sinon vous pourriez vous retrouver en danger de tomber au sol inconscient. Bref, potentiellement il y a quelque chose, voilà, du battle medicine et autre chose du style. Et ensuite vous avez le Severe Threat Encounter. Severe Threat Encounter, pour reprendre l'analogie donc des images miroirs, c'est si votre groupe rencontre les images miroirs de 3 d'entre vous. On a par exemple le fighter, le cléric et le magicien qui ont une image miroir en face de vous, ou vous avez le rogue en plus, donc vous avez toujours l'avantage, mais là ça devient sérieux. Là ça devient très dangereux. Là vous avez des risques de perdre. Là, si jamais vous n'avez pas de chance, si jamais vous avez une mauvaise stratégie, etc., va falloir regarder la porte de sortie et vous tirer très vite. Parce que ça peut vite partir en cacahuète. C'est le combat classique du groupe qui affronte le dragon. C'est le combat classique vous allez dans une forteresse et il y a le géant roi des orques, par exemple, enfin qui a emprise sur les orques, qui est là et qui vous attend, qui se lève et qui vous affronte seul parce que il est plus fort que vous. Individuellement, aucun d'entre vous n'a une chance de le battre en 1 contre 1. C'est ce combat-là. Ça, c'est Severe Encounter. Okay, et la façon qu'a Pathfinder de designer ses aventures, c'est de dire, on s'en fout, nous, du nombre de combats que vous avez dans votre aventure. Si vous voulez un combat qui est difficile, mettez un Severe Encounter. Si vous voulez un combat qui fasse peur, mais qui n'est pas trop dangereux, mettez un Moderate. Si vous voulez des combats qui soient intéressants, mais où virtuellement votre groupe n'a aucune chance de perdre, mettez des Low Encounter. Si vous voulez faire ressentir à vos joueurs qui sont surpuissants, mettez des triviales. Et là, quelqu'un qui regarde le tableau va me dire, dans ce cas-là, quand est-ce qu'on utilise un Extreme Threat Encounter? Très, très simple, comme la description le dit, vous utilisez un Extreme Threat Encounter si jamais vous êtes prêt à dire, ok, potentiellement ce combat-là, j'ai une chance sur 2 que mon groupe typique. Pourquoi? Parce que l'exemple typique d'un Extreme Encounter, c'est vos joueurs affrontent leur double. Et là, c'est pas genre 3 de leur double. Non, c'est juste vos 4 joueurs affrontent 4 fois leur image miroir. Enfin, leur image miroir des 4 personnages. Et donc, ça pourrait aller des 2 côtés. C'est juste un combat qui est l'équivalent de vos joueurs. Ou c'est le groupe qui s'est perdu dans la tanière d'un dragon, qui est beaucoup trop fort pour eux, et il y a une chance sur 2 qu'ils en ressortent pas en vie. Le guide, le GM Core, dit lui-même de ne pas l'utiliser, à moins que vous soyez prêt à admettre qu'il y a un TPK. Ok? God, j'ai déjà vu des TPK sur des moderate encounters. Ça arrive. Très souvent, si vous utilisez un dragon de 2 niveaux au-dessus de vos joueurs, ça peut tourner en TPK, même si c'est mathématiquement c'est un moderate encounter. Donc, faites attention. L'extreme encounter, réservez-le. Vous êtes à la fin d'une campagne, vous vous dites, ok, de toute façon, c'est la dernière session, c'est le dernier combat. Après ce combat-là, c'est soit mes joueurs sont en vie, et dans ce cas-là, c'est la célébration, ils ont gagné, ça y est, on peut clôturer la campagne et passer à une suivante, ou alors ils sont morts,
Et dans ce cas-là, c'est pareil, en fait, on clôture, mais sur une note bien moins joyeuse. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je pense que le système de Pathfinder est bien meilleur? Et bien, tout simplement parce que le système de Pathfinder ne fait pas vraiment d'assumption sur qu'est-ce que vous avez vécu avant. Et dans ce sens-là, il permet de designer n'importe quel type d'aventure. Avec le système de Pathfinder, je peux aussi bien designer un donjon dans lequel je m'attends à ce que mes joueurs se reposent, passent 2 mois entièrement dans le donjon, un peu à la... Je vais donner une image de Weeb, mais c'est l'idée. Imaginez Danmachi, donc l'animé, avec cet immense donjon au milieu de la ville, et ces gens qui font des expéditions, tellement le donjon est grand, ils font des expéditions de plusieurs semaines, de plusieurs mois pour descendre dans les strates du donjon. Je peux autant designer un donjon comme ça, avec le système de Pathfinder, que de designer une enquête en ville dans laquelle il n'y a qu'un seul boss à la fin où un magicien a volé une ancienne relique et vous allez l'affronter au sommet de sa tour. Et il n'y a que lui. Il n'y a que lui, en fait. L'intégralité du combat de toute l'aventure, c'est juste lui. Et j'en fais un Severe Threat Encounter et je sais que ce sera difficile. Donjons et Dragons ne me permet pas de faire ça sereinement. Ne me permet pas de faire ça en sachant exactement, ok, ce combat, quelle que soit la route qu'ils aient pris, quels que soient les choix qu'ils aient faits, etc., ils vont, à la fin, s'ils décident d'affronter cette personne-là, parce qu'attention, parce que je vois arriver dans les commentaires, je ne vous dis pas de railroad vos joueurs. Non. C'est pas parce que vous avez designé un Severe Threat Encounter qui doit rester sévère. Attention, c'est pas du tout ce que je dis. Vos joueurs, s'ils sont créatifs, s'ils choisissent de faire des choses pour se faciliter la vie, il n'y a rien qui vous empêche de donner en récompense d'action à vos joueurs des avantages qui vont transformer ce Severe Threat Encounter potentiellement en moderate, potentiellement en low. C'est pas grave. La situation que vous exposez n'est jamais immuable. Mais si vous avez présenté un Severe Threat Encounter et que rien n'est fait de la part des joueurs pour le rendre plus facile ou plus difficile, vous savez qu'il va être sévère. Vous savez qu'il va être très difficile. Et en sachant ça, c'est beaucoup plus facile, à mon humble avis, de faire pivoter des éléments autour, parce que j'ai pas besoin, par exemple, de me dire « Ok, mais attends, s'ils n'ont pas suffisamment de combats avant dans le donjon, là, ils sont rentrés dans la forteresse des bandits, mais ils ont tout esquivé, ils ont parlé avec tout le monde, ils les ont intimidés, ils les ont payés pour qu'ils s'enfuient, et du coup, j'ai pas pu drainer leurs ressources avant qu'ils arrivent sur le boss. Ah merde, il faut que je buffe le boss, là, pour que ce soit compliqué, pour que ce soit challenging, pour pas qu'ils soient déçus et aient l'impression d'avoir fait une promenade de santé. Merde, voilà. Et t'arrives, tu fais... Je déteste ça parce que déjà, ça veut dire que votre monde réagit pas de manière logique, mais en plus de ça, ça veut dire que vous volez d'une certaine partie l'agency de vos joueurs pour du challenge. Alors que ça ne devrait pas être une question. Si vos joueurs sont capables de se débarrasser d'un groupe d'ennemis sans donc les combattre, la récompense, elle est sur le moment. Ils se débarrassent d'un groupe d'ennemis sans les combattre. C'est leur victoire. Ok ? S'ils arrivent à convaincre un groupe d'ennemis qu'il serait mieux avec eux, par exemple, c'est des déserteurs d'une armée, et vous avez l'ancien commandant, mais vous avez aussi ses soldats et ses lieutenants. Potentiellement, ils vont peut-être convaincre un des lieutenants que il serait mieux, ce lieutenant, avec les personnages caractères, avec les joueurs. Et du coup, ils vont débarquer avec des alliés sur le combat suivant. Et potentiellement, le combat suivant, il lui fracasse la gueule, mais ça passe, parce que j'ai pas à me soucier de la difficulté des combats d'avant pour savoir que l'encounter à la fin, s'ils font rien pour se le faciliter, il sera toujours difficile. Et donc ça m'offre plus de liberté dans les adaptations que je fais, sans avoir à penser, on va dire, au challenge global. Et je sais que c'est pas forcément l'avis de tout le monde de dire que un combat final, il faut qu'il soit challenging. Et c'est pas forcément mon avis non plus en toutes circonstances. Si vos joueurs arrivent à se faciliter la vie, comme je vous ai dit,
c'est cool, c'est une victoire. Mais il faut que, pour moi, c'est important que si mes joueurs arrivent devant le boss de fin et qu'ils n'ont rien fait pour se faciliter la vie, donc qui méritent que le combat soit plus facile, par exemple, si la seule chose qu'ils ont fait, c'est d'utiliser un sort de téléportation pour arriver dans la pièce avec le boss, il n'y a aucune raison que ce boss soit plus facile après le sort de téléportation qu'avant. Ils ont personne avec eux de plus. Ils n'ont pas fait quelque chose pour rendre le boss plus faible, etc. Et je ne suis pas d'avis que la puissance d'un monstre devrait être liée au degré d'épuisement de vos joueurs. Et là, je parle bien de puissance mécanique. Bien évidemment que si vos joueurs sont épuisés et qu'ils n'ont plus de ressources, le même monstre va sembler plus puissant. Mais sa puissance mécanique, sa puissance absolue, on va dire, ne devrait pas changer en fonction du degré d'épuisement attendu de vos joueurs. Et c'est ça que l'absence d'Adventuring Day et la façon que Pathfinder a de gérer ses encounters me permet d'avoir. Voilà. Alors, je sais que c'était pas mal de blabla, etc. J'ai pas voulu parler des nitty-gritty de comment on fait un encounter. Je ferai une autre vidéo sur comment se font les encounters et comment on calcule les encounters dans Pathfinder. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une très bonne journée. Ciao, ciao!